Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler des carrés en T, aussi appelés T carrés. C'est une figure qui est à la fois composée de deux carrés et d'une opposition. Cet épisode, je voulais le faire depuis un bon moment, tout simplement parce que j'adore les carrés en T, j'adore les analyser, j'adore les étudier. J'ai moi-même un carré en T dans mon thème astral. Donc c'est vrai que pour bien comprendre cet épisode, c'est bien de avoir une petite base de ce que sont les aspects. Donc un carré en T, c'est bien quand il y a minimum 3 planètes impliquées, c'est une figure. Donc voilà, c'est un aspect composé donc, qui va former une figure. Et donc en tout, il y a 3 aspects. Donc il y a d'abord une opposition. Et les deux planètes en opposition vont toutes les deux faire un carré d'un côté à une autre planète. Donc c'est pour ça, donc normalement la figure ressemble un peu à un triangle quand on trace les aspects au centre du thème. Et donc c'est une figure qui pousse à se dépasser. La première chose qu'on remarque avec le carré en T, c'est que toutes les planètes impliquées sont de même modalité. Donc la modalité, c'est quand on parle de signe cardinal, ou un signe fixe, ou un signe mutable. Dans la modalité cardinale, on va parler des planètes qui sont en Cancer, en Balance, en Capricorne et en Bélier. Avec les signes fixes, ça va être toutes les planètes qu'on retrouve en Verseau, en Taureau, en Lion, en Scorpion. Et la modalité mutable, c'est le Sagittaire, la Vierge, le Gémeaux et le Poisson. Après, oui, il est possible que, avec les orbes qu'on accepte, que votre figure se retrouve pas exactement dans les mêmes modalités, mais ça, on va pas trop parler de ce cas particulier aujourd'hui. On va vraiment parler de l'aspect entre guillemets parfait, donc où toutes les planètes sont dans la même modalité. Dans les signes d'une même modalité, on peut appeler ça d'ailleurs une croix. Par exemple, on peut appeler les signes cardinaux la croix cardinale. Et donc dans la croix cardinale, il y a évidemment deux signes opposés, donc par exemple le bélier et la balance, et de l'autre côté on va avoir le cancer et le capricorne. C'est deux axes différents. Au sein d'un même axe, il peut avoir une forme de complémentarité. La balance va venir complémenter le bélier, ce sont des énergies qui vont vraiment facilement se comprendre, bien qu'elles soient opposées. Voilà, il y a une notion de complémentarité et à la fois d'opposition. Il peut avoir de la tension, mais à la fin on arrive à s'entendre. Là où dans un carré, c'est-à-dire par exemple la relation du bélier avec le cancer, on ne s'entend pas du tout. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Leur seul point commun, c'est qu'ils viennent initier une saison, puisque le bélier est le premier signe du printemps qui initie le feu du printemps. On va avoir le cancer qui initie l'eau de l'été. On va avoir la balance qui initie l'air de l'automne. Et le capricorne, la terre de l'hiver. Et donc, comme chacun vont avoir des éléments différents, et ben ils se comprennent pas. Ouais, c'est vraiment la base de comprendre les modalités et les aspects, c'est que voilà, il y a des signes qui sont compatibles et d'autres qui se comprennent pas du tout. Et donc là, on est sur une figure planétaire qui est pas forcément facile à vivre. Et il faut savoir que c'est pas une figure qui est rare du tout. C'est une figure de tension qui se retrouve très régulièrement dans les thèmes astro et qui va venir vous challenger. Donc ça donne des conflits qui sont internes, des conflits entre les archétypes, une contradiction interne dans sa personnalité, et ça va être tellement insupportable que ça va nous pousser à changer, à remettre des choses en question, à s'améliorer, à changer quelque chose d'insupportable dans sa vie. Enfin, il y a vraiment un côté, on est obligé de bouger. On peut pas juste subir son carenté parce que c'est vraiment dur à vivre. Là où les gens qui n'ont aucun aspect compliqué, aucune figure un peu challengeante, que des aspects facilitants comme des petits trigones, des petits sextiles, bah, ce sont souvent des gens qui se reposent sur leur laurier, qui ont tellement de facilité que bah, ils n'ont pas vraiment de raison de changer ni de se remettre en question. Et donc c'est pas forcément davantage positif. Bon après voilà, c'est hyper binaire dans ma manière d'expliquer puisque en astrologie, je le dis avant qu'il y en ait d'autres qui m'envoient des messages en mode j'ai un carré en T, je vais mourir, c'est trop difficile la vie. Non, ça va aller, on est plein à avoir des carrés en T, tout va bien. Mais c'est vrai que bon, il faut sortir un peu de cette vision binaire de l'astrologie de c'est facile ou difficile. Un trigone peut être mal vécu, comme un carré peut être bien vécu. Donc le concept du carré en T, c'est que quand on veut analyser une des planètes du carré, on va devoir analyser toutes les planètes. Elles sont au minimum 3, mais évidemment, elles peuvent être plus nombreuses. Il suffit qu'il y ait des conjonctions. Si dans un signe, on a deux planètes conjointes et de l'autre côté, on en a deux autres, bon bah on va les interpréter tout ensemble. Elles doivent être interprétées comme un duo énergétique
indissociables. C'est le concept d'une conjonction. On ne peut pas analyser une planète d'une conjonction sans analyser la deuxième. Ça va forcément ensemble. Et donc plus il y a de planètes impliquées, plus la figure devient importante et dominante dans le thème, surtout s'il y a des planètes personnelles. Plus le nombre de planètes personnelles est important, plus, encore une fois, la figure est dominante. C'est possible que j'en ai déjà parlé dans ma série sur les dominantes planétaires, mais une figure peut être dominante. Par exemple, un carré en T peut être complètement dominant chez quelqu'un. Bien sûr, la figure va être d'autant plus dominante s'il y a le maître d'ascendant, la lune ou le soleil, voilà, qui vraiment augmente très très fortement l'importance de la figure. Et dans ce cas-là, voilà, quand la figure est vraiment hyper importante, qu'il n'y a pas d'autres carrés en T, souvent la modalité du carré en T devient la modalité dominante du thème. C'est-à-dire, voilà, si vous avez ce carré en T dans les signes fixes, sûrement que les signes fixes sont dominants dans le thème astral. Il n'y a jamais une façon d'interpréter cette figure qui sera toujours la bonne. Puisque à chaque fois, il faut vraiment revenir analyser en fonction des planètes qui sont impliquées, puisque selon le trio ou plus, vous avez compris, de planètes impliquées, et c'est pas du tout les mêmes énergies. Il faut voir les signes impliqués et aussi les maisons impliquées. Si vous avez, imaginons, un carré en T entre la maison 2, la maison 4 et la maison 8, quand vous chercherez à interpréter votre maison 2, vous êtes obligé d'interpréter en même temps la maison 8 et la maison 4, puisque la planète en maison 2 va venir impacter ces deux autres maisons. Puisque c'est ça aussi les aspects. Les aspects, c'est la communication entre les planètes, c'est comment elles échangent ou non. Quand il n'y a pas d'aspect, elles n'échangent pas. Quand il y a un aspect, elles échangent. Donc là, il y a un aspect, il faut le prendre en compte. Et justement, il faut analyser en fonction. Le bout du triangle de votre carré en T, c'est la planète qui va recevoir les carrés des deux côtés. Et donc cette planète-là, on appelle ça un apex. C'est vraiment le bout du carré en T. Et c'est la planète la plus challengée. C'est celle qui va être mise en lumière. C'est vraiment le sujet de la figure, la concentration énergétique que reçoivent des deux carrés. Et c'est justement cet apex qui nous dit là où la figure se réalise. Et cette planète-là est justement à étudier avec précision en signe et en maison. Puisque le problème du carré vient souvent de cette maison-là et des thématiques associées à cette maison-là. On va faire un petit tour des 3 modalités possibles. Si vous avez un carré en T dans la modalité cardinale, il peut avoir une tension de force d'action, si vous voulez, puisqu'on n'est que sur des signes initiateurs de quelque chose. Mais quelle initiation vous allez choisir? C'est un peu ça la question. Selon quel élément? Mais en général, c'est quand même une figure qui va vous donner beaucoup d'ambition et beaucoup d'énergie pour commencer des choses. En signe fixe, pour moi, c'est vraiment la pire de toutes, puisque c'est insoutenable en signe fixe. C'est assez dur à vivre, car ce sont des signes extrêmement ancrés, chacun dans leur vérité propre. Ce sont des signes qui sont hyper têtus à leur manière, dans leurs éléments, et on va s'épuiser hyper vite. Le changement peut être vécu comme une torture avec un carré en T en signe fixe, mais il est nécessaire et obligatoire pour avancer et pour dépasser la tension créée par ce carré en T. Ensuite, on va avoir le carré en T en signe mutable, et donc là, on se disperse beaucoup trop. Il y a une difficulté à trouver une cohérence. On est dans les bons côtés hyper adaptable, hyper versatile, fluctuant et insaisissable. À chaque fois, vous allez prendre forcément les qualités et les défauts de la modalité en question. J'ai eu l'occasion de lire le livre La géométrie du ciel, écrit par Alexandre Ruperti et Marie-Ève Cavaignac, qui sont des astrologues humanistes. Donc c'est un livre d'astrologie humaniste. Et dedans, ils parlent évidemment du carré en T. Et ils disent que c'est pour eux une des harmonisations les plus dynamiques d'une opposition. Pour eux, la planète en carré devient un moyen dynamique de réaliser ses fins. Mais cette réalisation n'a de sens que si elle est libérée dans un but et un sens définis. Sinon, on va nulle part et on n'avance pas. Puisque un thème astral, c'est des potentiels, c'est des possibilités, mais si l'individu ne veut pas saisir ses potentiels, il ne se passera rien. Et pour les auteurs, l'interprétation justement de l'apex en signe et en maison, c'est vraiment pour comprendre où cette action délibérée et soutenue se passe. Je vous cite vraiment le livre. Après, d'autres choses qu'on dit peut-être un petit peu moins sur un carré en T. Quand je vous dis que c'est une figure de tension,
C'est pas pour vous dire quelque chose de dramatique et définitif. Je vous dis pas, ah, votre vie, ça sera toujours nul parce que vous avez un carré hanté. Pas du tout. Je ne suis pas là pour vous proposer une astrologie qui est fataliste, mais au contraire pour justement en faire quelque chose de constructif qui nous fait avancer sur un plan individuel et collectif. Pour moi, il y a 2 moyens d'extérioriser notre carré hanté. Le premier, c'est à travers le signe qui est en face de l'apex. Donc c'est-à-dire le seul signe de la modalité qui ne fait pas partie de la figure. Voilà, par exemple, moi j'ai un carré hanté entre le signe du taureau, du lion et du verseau. Ça veut dire que le seul signe de la modalité qui n'est pas occupé dans mon thème astral, c'est le signe du scorpion. Et donc ce signe du scorpion, dans mon cas, viendrait compléter mon carré. Sauf que moi je n'ai pas de planète en scorpion, il ne se passe rien dans ce signe. Donc en fait, ce qui va venir le compléter, ça peut être une personne extérieure, par exemple. Une personne qui va avoir des planètes en scorpion, un ascendant scorpion, qui tombe en face de ma planète en apex. Et qui va venir justement rééquilibrer au niveau énergétique ce carré hanté. En fait, ce carré hanté, s'il était complété et qu'il n'y a plus 3 angles mais un 4e, donc si vraiment il y avait une planète dans chacune des modalités, ça s'appellerait plus un carré hanté, mais un grand carré. Et là, c'est encore autre chose. Mais bon, là, dans cette figure, il nous manque justement un truc pour faire ce grand carré. Bien que je dis ça, mais le grand carré, c'est pas forcément la figure la plus souhaitable à avoir parce qu'elle est vraiment très difficile à vivre et pour le coup c'est assez rare les grands carrés. Mais bon, ce n'est pas du tout le sujet du jour. Peut-être un jour il y aura un épisode sur le sujet, mais aujourd'hui on va rester quand même sur les carrés hantés parce qu'il y a déjà bien assez de choses à dire pour se perdre à droite à gauche. Je disais donc qu'une personne extérieure avec des placements dans son thème astral en face justement de l'apex de votre planète du carré hanté, j'espère que vous me suivez, peut venir compléter quelque chose chez vous, peut venir justement rééquilibrer ces énergies qui vous manquent. Et aussi, si c'est pas une personne, un individu, ça peut être un transit. Dans mon cas, un transit en scorpion, juste en face de ma planète en apex, pourrait venir rééquilibrer mes énergies. L'autre cas pour extérioriser la figure, c'est quand il y a un aspect facilitant à la planète en apex. Imaginons que ma planète en apex, elle est dans la merde, elle vit plein de carrés, c'est pas facile, c'est dur, mais que de l'autre côté, elle a un joli trigone à Vénus, ça fait plaisir. Vénus peut être une porte de sortie, nos énergies vénusiennes. Évidemment, à aller regarder pour chacun et chacune, en maison, en signe, regarder le détail et la particularité de votre thème astral. Pour ceux qui souhaitent interpréter des carrés hantés, un petit tip que je vous donnerais, c'est toujours de partir des planètes personnelles impliquées. Donc vous partez de la planète la plus rapide impliquée. Voilà, imaginons que vous ayez la Lune, Uranus et Mars. Vous partez d'abord de la Lune. Vous partez d'abord de la Lune et en tout dernier d'Uranus. C'est-à-dire que Uranus n'est pas vraiment le sujet de ce carré hanté. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, on reprend mon exemple, du coup, carré hanté avec la Lune, on va dire que la Lune est en apex, pour se simplifier la vie, la Lune qui carré d'un côté Uranus, et lui-même qui est en face de Mars. Donc voilà, Lune, Mars, Uranus, et donc on va partir de la Lune, les émotions, et on va se dire, ok, les émotions, elles sont extrêmement agitées avec Mars. C'est ce que veut dire un carré Lune, Mars. Les émotions, elles sont vives, elles sont agitées, elles sont très importantes, elles arrivent d'un coup, extrêmement brusquement, elles sont vécues de manière hyper entière. Et de l'autre côté, on a Uranus. Et là, on va venir rajouter la symbolique d'Uranus dans notre interprétation. Essayez vraiment de partir de 2 planètes et ensuite vous rajoutez la signification pour les débutants qui ont du mal, je le sais, à se lancer dans ces interprétations parce que vous n'avez pas forcément confiance en vous. Prenez confiance en vous. Au pire, vous vous trompez, il y a quoi ? Il se passe rien. Mais au moins, vous avez essayé, vous avez appris quelque chose. Et donc, si on rajoute le symbole d'Uranus, mais en fait, au-delà d'être une personne qui a des réactions émotionnelles hyper vives, vous êtes quelqu'un qui assumez pas forcément trop vos émotions, vous avez besoin de prendre de la distance avec parce qu'elles sont dures à vivre. Elles sont dures à vivre parce qu'il y a Mars, elles sont dures à vivre parce que vous avez besoin d'indépendance émotionnelle, parce que potentiellement vos émotions n'ont pas été écoutées dans votre enfance, parce que oui, les lunes Uranus, ça peut être aussi qu'on vous a fait comprendre que vous pouvez compter sur personne, donc vous êtes hyper individualiste, hyper solitaire, vous mettez vos émotions loin de vous, et vous prenez sur vous, quoi. Vous faites plus passer le côté mental, intellectuel, peut-être avant vos émotions. Ça peut être tout à fait ça, et à force de les mettre à l'écart, au bout d'un moment ça explose avec Mars. Essayez de vraiment faire des petits ricochets, on parle de la Lune, ensuite on rajoute Uranus, on rajoute Mars, et on essaye de
incorporer petit à petit des significations. Et puis petit à petit, on incorpore le fait que cette lune, en fait, elle est en maison 5. Donc voilà, elle a besoin de s'exprimer aussi à travers peut-être une passion. Il y a besoin d'exprimer de la créativité. Et ça, c'est un échappatoire également. Bon, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. L'art de l'interprétation est avant tout, comme je l'ai dit, un art à mes yeux. Donc amusez-vous, essayez d'interpréter, vous mettez pas trop la pression, et si vous avez des questions sur comment fonctionne un carré en T, et je dis bien en général, ne m'envoyez pas vos captures d'écran de vos thèmes astro en DM, dans ce cas-là vous venez directement en consultation, je ne fais pas de cas par cas en DM, mais si vous avez des questions sur le concept des carrés en T, je me ferai un plaisir de répondre, notamment en commentaire YouTube si vous avez envie. Et si cet épisode vous a aidé un petit peu à comprendre les carrés en T et les figures composées, n'hésitez pas à le partager autour de vous. En attendant, on se retrouve très bientôt, je l'espère, dans un nouvel épisode, et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout.